Bonjour, bienvenue dans Économie à contre-courant, une émission en partenariat avec l'association des économistes atterrés. Dans cette émission, le but c'est un petit peu de faire entendre la diversité de tous les courants de la pensée économique, parce qu'avec les économistes atterrés à Mediapart, on partage quand même la conviction que l'économie c'est une science humaine, ouverte, qui n'est pas une science exacte, et donc il faut faire entendre un peu tous les points de vue, ce qu'on essaye de faire dans cette émission. Alors aujourd'hui, j'accueille Jonathan Marie. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'université Paris 13 et ensemble on va parler des idées zombies. Donc désolé pour tous ceux qui se réjouissent d'avance, il n'y aura pas d'analyse de la survie dans un monde post-apocalyptique par exemple. On va bien parler d'économie, on va parler de ces idées qui survivent dans le débat, qui même structurent les débats économiques, même si parfois et souvent il a été démontré que leur pertinence est très relative, voire totalement nulle. Donc peut-être pour commencer, Jonathan, peut s'intéresser aux mots. Qu'est-ce que c'est exactement une idée zombie? Qui a inventé le concept? Est-ce que c'est un concept qui se développe dans le débat, qui est présent? Alors c'est une idée, l'idée zombie en économie qu'on a repris d'un économiste australien, John Keegan, et qui avait proposé cette idée en 2010. Pourquoi en 2010? C'était une période très particulière. On est 2 ans après la crise financière et finalement beaucoup d'idées qui étaient largement dominantes en économie et plus largement dans le débat public, portées par les institutions internationales comme le FMI, comme la Banque mondiale, ces idées se retrouvent démenties par la crise financière et pourtant elles survivent, elles deviennent autonomes. Les économistes peuvent reconnaître qu'ils se sont trompés, les économistes peuvent par leurs calculs montrer que ce qu'ils pensaient comme une vérité absolue est démenti par les faits et pourtant ces idées survivent, surnagent et continuent à influencer largement les politiques économiques alors qu'on sait qu'elles peuvent avoir des effets néfastes. D'accord. Et donc cet économiste australien, John Keegan, a lancé le mot. Est-ce qu'il a été repris par d'autres? J'ai vu notamment que le prix Nobel d'économie américain, Paul Krugman, utilise de temps en temps le mot. Voilà, lui, il l'a utilisé récemment dans un post de blog pour défendre les réformes concernant la protection sociale adoptée par Obama, qui sont très fortement critiquées par le camp républicain, en disant que justement ces réformes avaient des effets bénéfiques, contrairement à ce que prétendent le camp républicain, souvent en donnant un vernis scientifique à leur discours, alors que ce discours a été démenti par les faits. Ok, donc vous êtes l'auteur d'une note que vous avez écrite avec Jonathan, je regarde mes notes, avec Sébastien Charles et Thomas Dallery, tout à fait. Voilà, qui a été publié sur le blog des économistes atterrés, qui est hébergé dans le club de Mediapart. Alors on mettra un lien ou bien on mettra la note en dessous de l'émission, parce que vous avez un peu décortiqué quelques-unes des idées phares qui surnagent dans le débat général, à la fois parmi les économistes et je dirais surtout aussi dans les médias, dans les mots des politiques. Donc on peut peut-être s'arrêter sur quelques-unes de ces idées. Moi, là, on est en pleine discussion autour de la loi sur le travail, de la loi El Khomri, et il y a quand même des choses comme ça, des choses qui structurent le débat, mais qui ne semblent finalement pas vraiment appuyées sur de la science économique, sur des faits, contrairement à ce que on entend ou on sous-entend assez souvent dans ce débat. Donc peut-être on peut commencer avec un peu l'idée phare de la loi travail. L'idée phare de la loi travail et peut-être plus largement des politiques économiques qui sont adoptées dans le cadre européen pour revenir, dit-on, vers le plein emploi, c'est que finalement on nous dit que le chômage serait expliqué par des rigidités trop fortes sur le marché du travail. Selon nous, de manière plus large, au-delà de l'idée zombie, nous sommes tous les trois, avec Sébastien et Thomas, des économistes de tradition keynésienne, et on identifie très clairement la cause de ce chômage de masse par une insuffisance de la demande et absolument pas par des rigidités trop fortes sur le marché du travail. Mais pourtant, même pour les économistes qui pensent que les rigidités du travail joueraient un rôle important dans les causes du chômage, plusieurs études développées au sein des organismes, des institutions de recherche, des institutions internationales, par exemple au sein de l'OCDE au tout début des années 2000, en 2004, une étude importante qui montre que finalement de manière statistique, quand on fait des comparaisons internationales et qu'on classe les pays selon les pays qui ont
plus ou moins de protection sur le travail, on n'arrive pas à trouver véritablement de relation entre la protection du travail et les niveaux de l'emploi. Et encore plus récemment, le FMI, l'année dernière, en 2015, a montré que les libéralisations de marché du travail, sur les réformes qui ont été menées ces dernières années dans différents pays, n'apportent pas de résultats non ambigus, très clairs, sur l'augmentation de la productivité du travail, ce qui est pourtant la justification de ces réformes. Disons qu'en tout cas, au début des débats politiques, le gouvernement avait dit clairement que son idée était de faciliter les licenciements pour faciliter les embauches. Donc on est vraiment dans l'idée que le marché du travail est trop rigide, trop structuré, trop fermé, et que ça empêche simplement le chômage de baisser. Alors peut-être juste sur ce point, je vais emprunter une idée d'un autre économiste qui n'est pas atterré, mais qui a écrit un bouquin qui ressemble beaucoup à ce qu'on se dit aujourd'hui. Donc ce monsieur s'appelle Éloi Laurent. Éloi Laurent a publié un livre cette année aux éditions Les Liens qui libèrent, qui s'appelle Nos mythologies économiques. Donc voilà, et on est tout à fait dans le débat. Et il pose une question assez intéressante qui est, il s'intéresse au taux de chômage en France et il dit, bon bah, en gros, entre 2008 et aujourd'hui, si on écoute le discours dominant, les rigidités structurelles du marché du travail n'ont pas vraiment bougé. On est toujours dans un marché qui est censément très rigide. Mais pourtant, le chômage a explosé en France. En 2008, on était à un taux de chômage de 7%. En 2010, après la crise, plutôt 9,5%. Et aujourd'hui, on est au-delà de 10%. Ça veut dire qu'on est passé de 7% de chômage à plus de 10% en quelques années, de 2008 à aujourd'hui. Pourtant, les rigidités n'ont pas augmenté ou n'ont pas, à la limite, pas baissé non plus. Donc les liens de causalité, en tout cas, ne sont pas à chercher seulement dans ce coin-là. Ce qui souligne aussi un aspect important qu'on a tendance, je trouve, à occulter dans les débats, c'est les conséquences de la crise financière de 2007-2008. On sous-estime beaucoup et on voudrait faire croire que tous les problèmes économiques auxquels on doit faire face aujourd'hui sont des problèmes structurels qui viennent de très très loin, alors que tous ces problèmes ont été largement aggravés par le choc récessif provoqué par la crise financière et l'incapacité européenne de répondre collectivement d'offrir une sortie de crise. Du coup, on peut peut-être s'interroger une seconde sur un peu la place des économistes dans ce débat, qui est un débat économique, mais surtout aujourd'hui un débat politique, un débat d'offres politiques, d'idées politiques sur comment, en Europe, pendant des années, comment sortir de la crise, comment faut-il combattre l'inflation, etc. Enfin, on a l'impression que on demande aujourd'hui aux économistes, mais que certains économistes d'ailleurs sont ravis de prendre cette place-là, de jouer un peu le rôle de prophète ou de leader politique qui montre un chemin assez clairement tracé. Et il n'y aurait qu'un seul chemin à emprunter, quoi. On a l'impression que c'est un peu ça le sous-texte, le fond de ce débat autour des idées zombies, c'est qu'il y a des idées qui restent, qui structurent un débat, qui structurent une pensée, même si elles ne sont pas du tout démontrées. Ou on va dire, c'est pas qu'elles ne sont pas démontrées, c'est qu'elles ne tiennent pas forcément la route une fois qu'elles ont été explorées. Mais c'est certainement finalement le propre des idéologies, d'apporter la même réponse à des problèmes qui peuvent évoluer, à des contextes historiques qui peuvent évoluer. Et je pense, quand on est économiste keynésien, quand on est économiste atterré, l'idée que l'on défend, c'est que les objectifs de politique économique, les préconisations de politique économique doivent pouvoir changer en fonction des contextes historiques, éventuellement des contextes géographiques. Et tout cela, ça doit être pris en compte. C'est le contraire d'une réponse fondée sur l'idéologie. Et l'idéologie en économie, l'idéologie dominante, pour le dire grossièrement, ce serait de dire que toute la politique économique doit être une politique de l'offre qui doit pousser à l'augmentation de la compétitivité des pays. Et dès lors qu'il y a un problème économique, on doit répondre par de tels mécanismes. Et très clairement, vous évoquez le cas européen, ces politiques de l'offre, mettre en concurrence les pays européens, dire que tout le chômage devra être résolu dans tous les pays européens par des politiques de l'offre, par des politiques qui visent à augmenter la compétitivité de chaque pays. Tout ça se fait au détriment, tout ça ce sont des raisonnements relatifs. La compétitivité française, pour qu'elle ait des effets positifs sur le niveau d'emploi en France, elle doit progresser par rapport aux autres pays, par rapport à ses concurrents. Or, si tous les pays européens font le même type de politique, la compétitivité relative n'évolue pas. Donc il faut trouver d'autres moyens de sortie de crise, et typiquement ce sont des mécanismes par des politiques de soutien à l'activité économique, à la demande. Ok. Alors, on vient de parler de choses qui bloquent, qui empêchent, dans le discours, qui empêchent l'activité de reprendre, etc. Peut-être pour rester dans le domaine de la loi sur le travail, qui est le débat dominant en France depuis quelques mois, qui va encore le rester un petit moment, on peut s'intéresser peut-être aux syndicats, à la façon dont
on va dire, l'activité syndicale est présentée comme quelque chose, comme de la négociation, ça, ça c'est certain, mais aussi et surtout dans la bouche des responsables politiques, dans les médias, et certainement dans la bouche de certains économistes, comme on va dire une activité de blocage et qui empêche l'économie de fonctionner, etc. Et donc là-dessus, je pense qu'on peut bien dire que c'est aussi une idée zombie. Oui, c'est une idée zombie typique qu'on n'avait pas évoquée dans la tribune, parce qu'on voit effectivement cette idée ressurgir très fortement en France dans le contexte actuel, notamment pour viser le rôle qui serait négatif, notamment joué par la CGT principalement. Et cette idée zombie, elle a initialement un fondement qu'on peut trouver dans la recherche en économie. Dans les années 80, il y a beaucoup d'économistes qui développaient des modèles dits insiders, outsiders. Et ça signifiait que les travailleurs qui avaient la possibilité d'être en situation d'emploi, les insiders, pouvaient jouer de cette rente pour empêcher les chômeurs, les outsiders, d'obtenir un emploi. Ouais. Et alors, typiquement, cette recherche, voilà. Ouais, je veux simplement dire que cet argument sur les insiders, les outsiders est encore très présent. Par exemple, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, l'utilise très très fréquemment et base une partie de ses réflexions là-dessus. Et plusieurs économistes importants français ont publié une tribune où ils soutenaient la loi sur le travail de façon finalement un peu ambiguë, mais néanmoins ils la soutenaient, justement en se basant là-dessus, en se basant sur l'idée que les insiders, ceux qui ont un emploi, une situation, bloquent l'accès au travail de tous les autres. Voilà, et donc on a effectivement des recherches en économie, surtout dans les années 80 sur ce thème. On a, vous évoquiez les tribunes, deux économistes influents, des économistes italiens, Alessina et Gavazzi, qui, juste avant la crise financière, en 2007, expliquaient pourquoi la gauche devrait se tourner vers le libéralisme. Parce que justement, en libéralisant le marché du travail, on va casser cette séparation, cette distinction entre outsiders et insiders. Donc ça, c'est l'idée zombie. Sauf qu'aujourd'hui, on réalise qu'une des difficultés les plus importantes dans les trajectoires économiques des pays, c'est la montée des inégalités. La montée des inégalités va avoir tendance à ralentir les taux de croissance parce que la consommation est poussée à la baisse, ou alors si la consommation se maintient, typiquement c'était le cas des États-Unis avant la crise financière, la consommation se maintient grâce à l'endettement des ménages. Et les ménages endettés risquent de provoquer une crise financière. Donc les inégalités jouent un rôle central. Et des économistes, notamment au FMI, Jonathan Ostri a publié beaucoup de travaux depuis les années 2010 sur cette thématique. Il montre que finalement, dans les pays où les taux de syndicalisation sont les plus forts, la progression des inégalités est plus faible. Et si la progression des inégalités est plus faible, toutes choses égales par ailleurs, les trajectoires économiques sont plus soutenables, plus pérennes. D'accord. Donc, finalement, la conclusion, idée zombie inverse, ou l'idée qu'on pourrait soutenir pour essayer de tuer ce zombie-là, c'est au contraire, il faut encourager la syndicalisation, puisque c'est l'efficacité économique. D'accord. Et est-ce que c'est pas une question on va dire, de culture de négociation dans les pays où il y a beaucoup de syndicalisation? De toute façon, ce sont des pays où on a l'habitude de négocier sur des dossiers économiques qui sont très conflictuels, ce qui n'est peut-être pas le cas en France. Voilà. Donc c'est sûr, peut-être qu'il faudrait regarder dans les études quels sont les éléments qualitatifs pris en compte. Par contre, un des résultats étonnants, c'est que les syndicats, qu'il y ait un syndicat largement dominant ou plusieurs syndicats, les résultats sont proches. On ne peut pas discriminer de ce point de vue-là. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on n'entend pas tellement. Non, voilà. Aujourd'hui dans le débat. D'accord, bon, c'est intéressant. Il y a un autre point qui était dans votre note qui me marque, c'est le débat autour quelque chose d'un peu technique qui s'appelle le multiplicateur keynésien. Mais en vérité, derrière ces mots un peu froids, c'est pas si compliqué que ça. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, on va dire, les promoteurs même d'une idée qui a dominé largement le débat économique pendant des années, c'est-à-dire le FMI, les promoteurs même de cette idée au sein du FMI ont convenu qu'ils s'étaient trompés. Et justement, c'est un peu une conséquence des politiques qui ont été mises en place après la crise financière de 2008. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans la tête, on va dire, des économistes dominants. Et pourtant, malgré leurs nouvelles préconisations ou malgré leurs nouvelles conclusions, on ne voit pas de différence fondamentale dans les politiques qui sont mises en place. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est, ce multiplicateur keynésien? Alors, le multiplicateur keynésien, c'est un raisonnement qui a été découvert, proposé par Keynes
lorsqu'il écrit la théorie générale suite à la crise financière de 1929, il met en avant un raisonnement, vous avez raison, finalement assez simple, en disant s'il y a une augmentation de la demande d'achat de biens et services dans l'économie, et l'État peut provoquer cette augmentation, alors cette augmentation d'achat de biens et services va générer des revenus dans l'économie, qui vont être perçus par les ménages, et les ménages, face à cet accroissement de revenus, vont à leur tour dépenser. Et on va avoir ainsi un effet multiplicateur suite à la dépense de l'État. Les revenus augmentent, la consommation augmente, l'activité économique augmente plus que l'impulsion initiale. Ça, c'est le multiplicateur. Ça veut dire que si l'État dépense, on peut schématiser en disant que si l'État dépense 1 euro, on peut espérer que l'effet bénéfique pour l'économie sera supérieur à 1 euro. Voilà, c'est ça. C'est l'effet multiplicateur. Suite à une impulsion de 1, on va avoir un effet supérieur à 1 dans l'économie. Cette idée, elle était acceptée, on s'appuyait dessus dans les politiques économiques jusqu'aux années, lors des années 70-80. Cette idée a été contrecarrée parce que certains économistes ont dit, mais regardez, dans les années 70-80, il y a de l'inflation, et le soutien à l'activité par l'État ne fonctionne pas. Et pourquoi? Leur explication, c'était finalement le multiplicateur, il est beaucoup plus faible que ce que l'on veut bien croire, parce que les ménages anticipent que lorsqu'il y a des augmentations de dépenses publiques, il y aura des augmentations d'impôts. Donc les revenus que l'on perçoit, on ne les consomme pas, on les épargne pour faire face aux futurs paiements d'impôts. Et c'est le raisonnement qu'avait en tête le FMI quand il a cherché à calculer l'effet multiplicateur dans les années 2009-2010 en Europe, pour savoir si, en appliquant des politiques d'austérité, notamment en Grèce, en Espagne, au Portugal, si ces politiques allaient avoir des effets importants sur l'activité. Là, c'est l'effet multiplicateur inverse. Voilà, c'est ça. Si on restreint l'activité économique, donc cette fois-ci l'État diminue ses dépenses, est-ce que ça va avoir un impact plus important sur l'activité économique? Le FMI, 2009-2010, pense que finalement le multiplicateur est très faible, et donc l'austérité, il faut la faire. Les dettes publiques ont explosé en Europe, les marchés financiers pensent que la Grèce risque de faire défaut de paiement, il faut que absolument l'État grec diminue ses dépenses. Ça justifie les politiques d'austérité qui ont été mises en place. Et on observe 2 ans après que l'effet de ces politiques d'austérité a été beaucoup plus important, d'une manière négative, sur l'activité que ce que l'on avait estimé. Donc Olivier Blanchard, qui était chef économiste du FMI à l'époque, publie un article en 2013 dans une des revues américaines les plus prestigieuses, l'American Economic Review, en admettant qu'effectivement ces estimations ont été trop faible du multiplicateur. Et ça a déclenché un renouveau dans la littérature, dans la recherche en économie, pour chercher à comprendre pourquoi le multiplicateur a une valeur qui évolue en fonction du cycle. Donc parce que là, Olivier Blanchard, en gros, a reconnu qu'en coupant les dépenses, les conséquences étaient bien supérieures à tout ce qu'il avait anticipé, enfin tout ce que le FMI avait anticipé. Et on est bien dans une idée zombie. Les institutions internationales, les économistes qui eux-mêmes ont promu l'idée de dire le multiplicateur est faible, reconnaissent qu'il peut être plus fort, reconnaissent leur erreur, et pourtant aujourd'hui, et c'est particulièrement le cas en Europe, il suffit de regarder l'attitude de la Commission européenne vis-à-vis de la Grèce, continue à défendre l'austérité comme la seule voie possible pour la Grèce. Et ce qui est intéressant dans ce débat, qui est un débat effectivement à nouveau de politique économique, c'est que par exemple en Grèce, le FMI se retrouve dans une position contraire, en tout cas adverse à celle de la Commission européenne, qui continue à demander des coupes au gouvernement grec et à un plan d'austérité massif. Et le FMI, depuis quelques mois, pour la première fois, freine en fait, en disant peut-être ça ne marchera pas. Alors tout ça se fait de façon très feutrée, c'est pas dit comme ça, mais... Le FMI appelle à effectivement une limitation des politiques d'austérité en Grèce. Donc effectivement, ça reste un discours diplomatique, et il y a une différence entre les recherches menées au sein du FMI et l'attitude du FMI dans son ensemble. Mais le FMI, dans ses préconisations de politique économique, demande que l'austérité soit largement atténuée en Grèce. D'accord, ok. Mais vous avez raison, l'idée zombie, il faut faire de l'austérité, c'est la seule voie possible. Elle est toujours vivace, elle est autonome maintenant des préconisations des économistes. D'accord. Bon, donc on peut espérer que d'autres économistes se repencheront sur la question, on continuera à multiplier les travaux pour qu'elle soit
Pour qu'elle soit éradiquée, mais c'est un peu le propre de ces idées-là, c'est que c'est pas facile à faire disparaître. Exactement, c'est difficile d'anéantir une idée zombie et ce qu'il faut, au-delà de la recherche des économistes, il faut absolument que l'ensemble des citoyens s'emparent de ces questions, ne laissent pas ces questions uniquement aux techniciens, ne laissent pas ces questions uniquement aux politiques, mais vraiment réclament de nouvelles politiques économiques. Ouais. C'est un peu ce qu'on essaie de faire dans le cadre de ces émissions, c'est la vulgarisation, expliquer un peu les débats qui ne sont, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, qui ne sont pas très compliqués à comprendre. Les enjeux sont finalement, une fois que c'est un peu expliqué, une fois qu'on se penche dessus, c'est pas si difficile à comprendre. Donc il y a un peu un débat, j'ai l'impression, un peu une volonté d'expertise qui noie un peu la capacité à faire un débat clair. C'est ça, je pense que les personnes qui nous écoutent doivent se méfier quand un expert, un économiste, explique que tous les économistes disent que, ou qu'il n'y a qu'une voie possible, qu'une solution. Non, la recherche en économie est faite de débats, et ces débats doivent irriguer les réflexions des citoyens. Peut-être qu'on peut juste revenir, parler d'un petit point qui est aussi un point technique mais qui est intéressant pour aller là-dessus, qui s'appelle le quantitative easing for the people, qui est donc un terme en anglais. Je vais laisser un peu à Jonathan l'occasion de développer un tout petit peu, mais on est dans cette idée-là de prendre un débat économique, une idée économique très forte et essayer de la détourner de son cours classique pour essayer d'en faire quelque chose. C'est intéressant. Alors cette proposition de quantitative easing for people est apparue il y a 1 ou 2 ans. Elle est portée par des économistes hétérodoxes. Principalement, elle consiste à dire, finalement, si on regarde quelle est la politique menée aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne. Elle vise à mettre en place ce que l'on appelle un quantitative easing, c'est-à-dire que la Banque Centrale achète massivement des titres sur les marchés financiers pour éviter que ces actifs ne voient leur valeur s'effondrer et que ça mette en péril la stabilité bancaire. Et malheureusement, malgré ces mesures non conventionnelles, l'activité économique ne repart pas. Donc certains économistes disent, plutôt que de dépenser des milliards d'euros, 60 milliards d'euros par mois actuellement depuis 2015, 1200 milliards. Quel type de titres sont rachetés par la Banque Centrale Européenne ? C'est des obligations, normalement les obligations les mieux notées, donc les moins risquées, donc la Banque Centrale agit comme contrepartiste en dernier ressort. Elle assure aux grandes banques, aux marchés financiers, une issue pour des titres qui éventuellement pourraient être difficilement revendables sur les marchés. C'est ça. Et la Banque centrale pensait qu'en faisant ainsi, l'activité économique allait être soutenue, les banques allaient prêter plus facilement, notamment dans l'économie. Et on voit que ça ne suffit pas. Donc la proposition de quantitative easing for the people, c'est de dire plutôt que de dépenser ces milliards uniquement pour les marchés financiers, ce qui n'a aucun effet sur l'activité réelle, utilisons ces milliards pour directement offrir des billets, créditer les comptes des ménages européens sur les mêmes montants. Donc, et alors les ménages européens donner de l'argent à tous donner de l'argent, voilà. Les Anglais parfois utilisent l'expression de free lunch, voilà, repas gratuit. La Banque centrale nous donnerait directement. C'était parfois on utilise l'expression d'hélicoptère monnaie. La Banque centrale serait l'hélicoptère et balance ainsi, voilà, pour soutenir l'activité. Et pourquoi moi il me semble que c'est une idée zombie, ou en tout cas influencée par les autres idées zombies, c'est qu'on a complètement oublié, en défendant cette idée-là, la possibilité d'agir via la politique budgétaire. Et la politique budgétaire a un avantage, c'est que les sommes qui seraient dépensées seraient effectivement dépensées. Si on donne aux ménages, ils pourraient épargner, donc l'effet sur l'activité serait plus faible. Et surtout, avec la politique budgétaire, on peut choisir dans quel domaine on va investir. Vous pensez que cet hélicoptère money, cet argent donné à tout le monde, n'aurait pas forcément d'impact efficace ? En tout cas, l'impact serait moins efficace que si on utilisait la politique budgétaire. Et surtout, face aux autres défis, au-delà du problème conjoncturel de sous-activité aujourd'hui, il faut répondre à la transition écologique, il faut répondre aux questions d'aménagement du territoire. Et je pense que là, on pourrait justifier des politiques budgétaires dans un cadre national, ou mieux, dans un cadre européen. Vous préfériez que les États dépensent de l'argent pour des questions d'infrastructure, pour d'isolation des logements, assurer la transition, plutôt que de donner de l'argent directement aux ménages qui pourraient le garder de côté. Qui pourraient le garder, qui pourraient acheter des biens qui seraient importés, oui.
qui pourraient être épargnés. Donc l'effet sur l'activité serait plus fort. Encore faut-il, et là on retombe sur notre idée zombie, que l'on admette que la politique budgétaire est un instrument de politique économique qui doit être utilisé lorsque l'on fait face à une crise comme on connaît depuis 2008. On va garder ça en tête parce que c'est effectivement un débat qui monte, y compris parmi les économistes dits de gauche, etc., sur ce quantitative easing for the people, c'est-à-dire l'argent donné à tout le monde. Donc il faut avoir en tête que c'est quelque chose un débat qui est ouvert sur ces questions. Et donc il faut peut-être un peu interroger les fondements des théories qui pourraient amener à ce choix. Donc écoutez, merci beaucoup Jonathan Marye. Merci. Merci. On se retrouve pour un prochain numéro de Économie à contre-courant avec les économistes atterrés. À bientôt. Au revoir. Au revoir.